Penser agir en simplexité. Deuxième partie. Les apports de 1992 à 1995. Mes deux motivations à investir ce champ scientifique euh, concernent à la fois mon besoin permanent de valider les hypothèses que je fais, les cartes mentales que je construis, et donc la deuxième, c'est le fait que ce domaine scientifique est en plein foisonnement et il ouvre la porte à des questionnements sur les limites du fonctionnement scientifique, sur notre façon de penser et notre façon d'apprendre. En 92, après avoir découvert Edgar Morin dans les années 83, Henri Laborie avec la nouvelle grille et avoir pratiqué l'introspection cognitive, je rencontre Michel Simon, philosophe des sciences, qui nous entraîne dans un très bel ouvrage qui est La peau de l'âme et qui me fait démarrer ainsi le questionnement sur le fonctionnement cérébral. Le titre de l'ouvrage est à lui seul tout un programme, La peau de l'âme. Avec cette expression que j'ai beaucoup travaillé en son âme et conscience, j'ai pris comme point de départ l'idée que ce qui anime, ce qui donne vie, que ce soit pour les animaux, pour tout le vivant, et fait partie de l'invisible, et que l'âme, la peau de l'âme, représente la conscience. Donc l'âme en son cœur, ce serait l'inconscient. Du tome 4 de la méthode de Edgar Morin, j'ai découvert un schéma qui traite de la noosphère, de la biosphère, de la psychosphère, et qui m'a fait générer ce premier diagramme quadripolaire où je distingue le pôle émotionnel, le pôle affectif, le pôle cognitif et le pôle relationnel comme quatre registres d'écoute, quatre volumes inconscients que constitue le cerveau. Et à la surface de ces quatre sphères se trouvent quatre états de conscience. Un état de conscience cognitif, un état de conscience affectif, un état de conscience émotionnel et puis un état de conscience relationnel. Le cognitif, évidemment, c'est le champ de tous nos raisonnements, de toutes nos intuitions, de toutes les façons de construire des représentations. Le champ du relationnel, c'est le rapport que l'on a à l'autre, l'image que l'on a de soi et l'image que l'on donne à l'autre. Je distingue l'affectif et l'émotionnel. L'émotionnel, c'est ce qui appartient au corps, qui est à la fois l'expression d'émotions, de douleur, de joie, de transpiration, de rougeur. C'est aussi le champ du
des sens, des perceptions de l'extérieur comme de l'intérieur du corps. Et l'affectif, c'est le domaine du ressenti, la prise en compte de l'émotionnel et des sentiments. Dans un deuxième temps, je dirais que la douleur est à l'émotion ce que la souffrance est à l'affectif. Donc dans l'affectif, je localise aussi l'inconscient freudien. De ce premier quadripôle, 10 ans plus tard, j'ai construit cette figure bien complexe qui représente à gauche les 4 sphères de l'inconscient que j'ai décrit juste avant et qui interfère avec 3 niveaux de fonctionnement cérébral que j'ai considéré comme étant à l'extérieur le domaine élastique, l'espace du développement, à la surface les niveaux de conscience. Au milieu, la couronne caractérise la plasticité des apprentissages et au centre, la couronne des rigidités archaïques qui sont les domaines vitaux. Et quand un intervenant agit sur une personne ou sur un groupe social, eh bien, quand il opère dans la zone élastique, après son départ, la forme reprend la géométrie initiale. Par contre, quand il travaille dans la zone plastique, il va pouvoir aider la personne à progresser, à se transformer. Et quand il se frotte au domaine rigide, là, il prend de grands risques. La personne peut être cassée, peut ne pas supporter. Donc l'idéal, c'est effectivement de ne pas approcher de cette zone rigide qu'il faut laisser aux spécialistes, aux thérapeutes, qui eux sont en charge d'un diagnostic médical et qui va graviter dans cet espace très délicat. Pouvoir accompagner des personnes dans un champ affectif, relationnel, cognitif ou émotionnel, et dans ce périmètre de la plasticité des apprentissages est la cible privilégiée, contextuelle, des intervenants en accompagnement, en coaching. Un autre schéma très important viendra émerger dans mes représentations dans les années 2000, c'est le processus de production des pensées intuitives, des intuitions. L'idée de base est que l'intuition est le résultat d'un processus de maturation qui est alimenté par un empilage de regards multiples que j'appelle des représentations mentales complexes et synthétiques. Et de fait, ces représentations empilées les unes après les autres au fil du temps vont, par maturation, nourrir un inconscient structuré qui va permettre au cerveau d'être à l'écoute des signaux faibles et d'émettre soit des pensées intuitives plus ou moins fulgurantes ou des actions conditionnées qui seront propices à des contextes d'urgence. Dans les années 92, j'ai construit aussi mon premier modèle de représentation du processus de décision. Je suis passé de la décision, un point dans le temps, à une prise de décision qui s'inscrit dans une durée, un processus de décision qui deviendra beaucoup plus tard le processus de collecte
d'évaluation des risques, de décision proprement dite et de mise en œuvre de la décision. Et puis donc ce concept de système itératif de décision avec des décisions qu'il faut décider, des décisions de mode de collecte de l'information, des décisions de prendre en compte le contexte, des décisions d'engagement de stratégie, et des décisions de surveillance de, de l'efficacité de la décision prise. Nous passons maintenant aux apports plus récents de la période de 2011-2015. Quels ont été les apports du neurocercle pendant ces dernières années en ce qui concerne mes représentations mentales du fonctionnement cérébral? J'ai découvert la spécialisation des neurones, en particulier des horloges du temps, au niveau de l'heure, au niveau de la journée, au niveau de l'année, au niveau d'une plus grande période. Et puis les processus de prise de décision qui sont de moins en moins réflexes et de plus en plus élaborés en fonction des zones du cerveau, plutôt frontales. Les apports de Damasio et surtout d'Alain Berthoz, avec ses 3 cartes mentales du cerveau modélisé. En fait, le cerveau comprend 3 enregistrements de l'ensemble des positions du corps, celle de l'instant T, celle de l'instant T plus 1, et puis celle des actes moteurs qui vont déplacer. Les apports de Stanislas Dehaene et de Steve Mason en termes de métacognition, neurones de la lecture, spécialisation des états de conscience, et les 3 points essentiels de plasticité, de recyclage et d'inhibition. Dans la révélation aussi d'autres questions et d'autres besoins d'approfondissement, la dimension phénoménologique, la dimension hormonale, la chimie des sentiments, et puis ce paradoxe, plus on localise finement les actions, les fonctions cérébrales, plus on augmente les interconnexions entre ces positions, ces localisations fines. Et puis cette notion de processus de rétroaction entre le souvenir et l'objet de perception. Notre mémoire, ce n'est pas un stockage, c'est une dynamique, un processus qui se reconstruit en même temps que l'on perçoit, que ce soit perception extérieure ou perception intérieure, nos intentions, etc. Aujourd'hui, ma représentation du processus cérébral se décompose non plus en 4 pôles, comme dans les années 90, mais en 12 pôles au moins, avec d'un côté les capacités affectives, capacités relationnelles, capacités cognitives, capacités émotionnelles et perceptives, mais aussi les capacités attentionnelles, la capacité de mémorisation et de remémoration, la capacité d'apprentissage, la capacité intentionnelle, les différentes capacités d'état de conscience de tous ces volumes, et la capacité d'adaptation, d'invention, la capacité de réparation.
Toutes ces dimensions sont bien entendu en grande interaction et il est difficile d'isoler l'une sans prendre en compte la reliance avec les autres. Le schéma qui suit n'est pas à détailler, il est bien trop compliqué, il est simplement là pour illustrer la complexité de la façon de penser de Antonio Damasio dans son livre L'autre soi-même. L'idée principale à retenir en regardant le côté gauche, c'est que nos différents processus de pensée, conscients ou inconscients, sont interconnectés entre l'éveil ou capacité de d'attention, de focalisation, l'esprit, théorie de l'esprit, comment arriver à capter la façon dont l'autre pense, par exemple, et puis la conscience de soi autobiographique. Alors ce sont des noyaux, des processus qui s'enracinent dans des noyaux proto et qui eux-mêmes sont élaborés dans des cartes mentales, sentiments d'émotion, sentiments primordiaux, les cartographies internes, et puis les portails externes, et puis côté droit, les noyaux essentiels du fonctionnement cérébral, du côté le plus biologique, qui sont le tronc cérébral, le thalamus et les familles de cortex et néocortex. Voilà pour ce premier schéma. Ce second schéma montre comment la prise de décision va du plus arrière-plan jusqu'au préfrontal, néocortex près de l'avant, entre les décisions automatiques, donc à l'arrière, et les décisions les plus conscientes, donc situées à l'avant. On peut considérer que le cerveau arrivant en difficulté pour décider, quand il faut prendre en compte le contexte et bien des paramètres, eh bien, va faire émerger un état de conscience qui va nous impliquer dans une réflexion itérative, lente, sur un certain nombre de paramètres limités pour prendre une décision dite rationnelle, en tout cas consciente, conscientisée. Je reviens maintenant sur un aspect plus global qui consiste à prendre en compte l'infinie singularisation des personnes. Dans chacune de ses potentialités, comme dans son développement, chaque individu est un mutant sur les plans biologiques et culturels. Les ressources biologiques cérébrales sont limitées et s'auto-limitent dans le cadre du recyclage neuronal et de l'inhibition. Le potentiel initial génétique, épigénétique et culturel n'est pas également partagé et les capacités d'adaptation et d'éducation peuvent réduire ou augmenter de façon très importante ce potentiel initial à concrétiser suivant l'environnement psychosocial. Ce schéma prend en compte l'évolution dans la croissance de l'enfant puis de l'adulte des trois pôles essentiels à la constitution de ces fonctions cérébrales
que sont la plasticité cérébrale, la capacité de recyclage neuronal et le processus d'inhibition. À gauche, nous avons les potentialités génétiques et épigénétiques qui vont se constituer pendant la gestation de l'enfant. Et à sa naissance, eh bien, ces potentialités vont se réduire vu qu'elles vont être transformées en processus opérants. Toutefois, des neurones, ils s'en créent tout le temps, donc toute sa vie, la personne va conserver un potentiel génétique transformable. La plasticité cérébrale est la plus importante déjà avant la naissance. Le cerveau continue à se développer. Puis à partir de la naissance, en fonction de la rencontre avec l'extérieur, les facteurs économiques et environnementaux, familiaux, à partir de 20 ans, on peut considérer que la plasticité cérébrale perd d'importance par rapport aux deux principaux facteurs de développement qui sont l'inhibition des cyclages neuronaux, des assemblées de neurones constitués et qui vont être transformés en d'autres fonctions par le recyclage neuronal. Alors, le recyclage neuronal, évidemment, a très peu d'ampleur avant la naissance. La plasticité cérébrale, elle, va avoir, suivant les fonctions, des fenêtres d'ouverture plus ou moins limitées. Par exemple, la capacité à apprendre des sons de langue étrangère ou dans des couples qui ont deux langues, eh bien, dure à peu près 12 mois après la naissance théorique de l'enfant, c'est-à-dire 9 mois plus 12 mois, pour pouvoir bénéficier de ces capacités. Après, elles vont diminuer. Mais d'autres fonctionnalités vont utiliser la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité des neurones à créer des synapses tout au long de sa vie. Il faut se rappeler que l'acquis est une tension multiplicative entre l'inné, c'est-à-dire ce potentiel génétique et épigénétique, sa rencontre avec l'environnement, et puis un appétit d'apprendre, une intention ou une forme de résilience. Et ce sont ces trois facteurs multiplicatifs qui vont permettre le développement des fonctions cérébrales les plus hautes. Le schéma suivant illustre la concurrence qu'il y a entre les zones de mémorisation ou les zones de travail, plus exactement, des fonctions cérébrales. Dans le schéma du haut, on montre comment l'impact de la lecture, le déchiffrage des lettres, va moduler une certaine fonction verte. Et dans la figure du bas, nous allons voir comment, quand cette zone est fortement utilisée pour les lettres, elle va perdre de son importance pour la détection des visages. Il y a donc quelque part une concurrence entre la capacité de lecture et la capacité de description, d'identification, de reconnaissance des visages. Le schéma suivant illustre comment les différentes modalités de réflexion des mathématiques modifient et agitent ou éliminent dans cette imagerie cérébrale différentes fonctions et localisations du cerveau. Je vous laisse découvrir donc les différentes couleurs qui sont des modalités de réflexion singulières.
Dans ce dernier tableau, nous pouvons regarder comment l'activation et le développement des compétences mathématiques euh, dans l'hémisphère gauche induit une réponse diminuée dans la reconnaissance des visages dans l'hémisphère droit. Il existe donc une véritable compétition entre les différentes assemblées de neurones, entre différents types de recyclage neuronal pour assurer la prédominance d'une fonction par rapport à une autre dans un espace donné. Pour conclure cette vidéo, je vais donc maintenant reprendre cette image déjà présentée de l'ensemble des pôles ou processus cérébraux que j'ai identifiés comme étant les plus importants pour le traitement des fonctions cérébrales les plus hautes, les plus élevées. Nous allons commencer par la capacité d'état de conscience. Nous pouvons considérer donc que le cerveau, quand il est en difficulté, va faire émerger des états de conscience. Alors ces états de conscience n'existent que dans les états de rêve ou dans les états éveillés. Quand le sujet est endormi, il n'existe pas. Ces états de conscience peuvent être imaginés comme l'intégration de l'ensemble des informations disponibles dans le cerveau qui entrent en résonance pour quelque part, tel un hologramme, apparaître, étant donné qu'il n'y a pas de lieu précis pour l'état de conscience et qu'il y a différents états de conscience qui ne se superposent pas. Chaque état de conscience ainsi émergeant de la situation d'un cerveau incapable de décider par lui-même, par son inconscient, va enclencher une boucle de traitement itératif conscient, inconscient, lent, qui va permettre de traiter un contrôle émotionnel et perceptif, ou un contrôle affectif, ou encore un contrôle cognitif de décision rationnelle, ou un contrôle relationnel. L'un des facteurs ou processus cérébral très importants est la capacité attentionnelle. Cette capacité attentionnelle peut présenter plusieurs aspects. Facteur d'alarme, de vigilance, d'état d'alerte, captation des signaux faibles, mais aussi capacité d'attention sur tout ce qui va fidéliser, nous réconforter, nous faire rentrer dans un processus d'intégration quasi religieux qui va faire sens avec une communauté de personnes ou une communauté de pensée, ou encore capacité attentionnelle à se projeter dans un dispositif généré par soi-même en tant que stratégie d'action, mise en projet. Et enfin, un autre pôle qui est celui de l'immersion, dans lequel le sujet va complètement être dépendant de l'espace sonore et visuel dans lequel il s'immerge, dans les mondes virtuels par exemple. Nous pouvons développer notre capacité attentionnelle, soit en une focalisation très précise, très ciblée, soit au contraire dans une capacité
d'attention ouverte à l'ensemble des possibles émotionnels, affectifs, relationnels ou cognitifs, ensemble des cartes mentales qui ont pu être élaborées par le passé. Cette capacité attentionnelle va bien entendu organiser ou renforcer à partir de la capacité intentionnelle, qu'il ne faut pas confondre, l'appétit de vie, l'appétit d'apprendre, aux capacités d'apprentissage, aux capacités d'adaptation et d'invention, et aux capacités de réparation. La capacité de mémorisation et de remémoration est aussi très difficile à prendre en compte. Est-ce qu'il y a des espaces de stockage de la mémoire, ou est-ce que cette mémoire, qui est à la fois incrustée dans le cerveau, mais aussi remémorée quand on rappelle un souvenir, est-elle simplement le résultat de l'émergence d'une rencontre entre un extérieur et ce souvenir? Si l'on compare la fonction du cerveau à une autre dimension très très complexe, à un autre système complexe qui est le cosmos, avec la théorie d'Einstein de la relativité générale, ou encore avec la dimension de l'infiniment petit du monde quantique, il est possible que le cerveau fonctionne davantage, et en particulier les différents micro-états de conscience, comme un monde quantique où l'objet de l'observation, l'objet du souvenir, n'existe qu'au moment où on l'observe. Le visage dont on se souvient, on va s'en souvenir parce qu'il apparaît dans notre champ de vision. Il apparaît soit en réel, soit en creux. Ce n'est pas celui qu'on a déjà vu. Et la construction du nouveau visage va réveiller des assemblées de neurones qui sont déjà préparées à recevoir ou à rendre visible, donner du sens à un visage déjà prévu, déjà vu. Qui de la poule ou de l'œuf commence, on n'en sait rien. C'est probablement une démarche itérative qui se rapprocherait vraisemblablement des réseaux de neurones informatiques où petit à petit le sens et la reconnaissance se construisent pas à pas. La capacité métacognitive, cette capacité à réfléchir sur la façon dont on réfléchit, à réfléchir sur la façon dont on traite nos émotions. Donc tout ce travail d'introspection peut être réalisé d'une manière consciente, mais aussi complètement inconsciente. Nous savons que l'inconscient est capable de détecter des erreurs, de les corriger, etc. Voilà donc un ensemble de processus cérébraux qui se sont développés en concurrence les uns des autres en termes de pouvoir, de puissance cérébrale, et qui, à un moment donné ou à un autre, en fonction du contexte, vont prendre plus ou moins de pouvoir, vont aussi priver de pouvoir d'autres processus. Il y a donc une coopération et une compétition complexe, incertaine, entre tous ces pôles. La liberté de l'individu ne résulte pas de ce qu'il peut faire à l'instant même, mais de l'ensemble des choix qu'il a pris petit à petit dans sa vie pour s'exposer à tel contenu, à telle culture, à telle information, pour la mémoriser et créer
une noosphère singulière qui est le résultat de son chemin de vie. Et je vais clore par ce schéma cette deuxième vidéo.